Visualisez un instant, un regard acéré qui transperce l'écran comme une lame, des yeux d'ardoise portant l'écho de 1000 récits tuent, une présence si envoûtante qu'elle suspend le cours du temps. Cet homme, c'était le Cliff. Bien plus qu'un acteur, il était une tempête contenue, une énigme façonnée par la douleur, la guerre et une ténacité indomptable. Son visage, marqué par les combats de la vie, s'est érigé en icône du cinéma, incarnation de l'Ouest indompté, du péril silencieux, du héros fracturé. Mais qui était véritablement le Cliff? Derrière l'image du pistolero stoïque se cachait un homme, un père, un survivant, un créateur. Son parcours, c'est une odyssée jalonnée d'obstacles, de chagrins voilés et de victoires imprévues. Attachez votre ceinture, car nous plongeons aujourd'hui dans la vie bouleversante et captivante de Le Cliff, un homme dont le nom vibre encore dans chaque plan de ses films mythiques. Si vous êtes épris des récits authentiques, des destinées extraordinaires et des histoires où se mêlent gloire et sacrifice, restez avec moi. Si cette plongée vous émeut déjà, prenez un instant pour liker cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Embarquons dans cette épopée. Le Cliff voit le jour en janvier 1925 à Somerville, New Jersey, loin des feux d'Hollywood. Imaginez un hameau rural, bercé par le rythme des saisons, où les champs de blé dansent sous le vent et où le labeur manuel scande les jours. Sa famille, aux racines néerlandaises, vit modestement, enracinée dans les valeurs simples de l'Amérique profonde. Rien dans son enfance ne présage une légende du grand écran. Pourtant, dès ses premières années, le Cliff dégage une aura singulière, un charisme brut, un regard intense qui semble déjà narrer une saga. Mais avant que les projecteurs ne captent cette flamme, la vie lui réserve un autre destin, forgé dans le feu de la guerre et des épreuves. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le Cliff, jeune homme à l'aube de l'âge adulte, est emporté dans la tourmente d'un conflit mondial. Il s'engage dans la marine américaine, mu non par l'appétit de l'aventure, mais par un devoir chevillé au corps. D'abord affecté à un chasseur de sous-marins dans les eaux scintillantes des Caraïbes, il apprend la discipline et la vigilance, dans un monde où chaque vague peut dissimuler la mort. Ce n'était qu'un prélude. Bientôt, il rejoint l'USS Incredible, un dragueur de mines au nom digne d'un roman épique. Ce vaisseau, chargé de désamorcer des explosifs dans des zones aussi hostiles que la mer Noire ou la mer de Chine, devient le creuset de ses années formatrices. Imaginez un jeune homme, tout juste sorti de l'adolescence, scrutant les abysses via un sonar, les nerfs à vif, conscient qu'une erreur pourrait anéantir son équipage. Ces instants de tension extrême forgent en lui une résilience rare, une gravité qui imprégnera chacun de ses rôles futurs. Mais son périple maritime dépasse les missions techniques. Dans la mer Noire, près de Sébastopol, son équipage s'allie à la marine soviétique, une collaboration fragile née des impératifs de la guerre. Dans un climat de méfiance entre alliés, le Cliff, simple marin, navigue au cœur de tensions géopolitiques. Ses expériences, mêlant péril physique et complexité diplomatique, confèrent à son caractère une profondeur insoupçonnée. Après des mois d'opérations harassantes, l'USS Incredible jette l'ancre en Sicile, où le Cliff achève son service. Il quitte la marine avec le grade de sonarment First Class, orné d'une bronze star et d'une Good Conduct Medal, témoignage de son courage et de sa droiture. Ces années de guerre ne sont pas un simple épisode, elles sont le roc sur lequel il bâtira son avenir. De retour dans le calme de la vie civile, le Cliff trouve un semblant d'équilibre. En 1943, en pleine guerre, il unit sa vie à Patsy Ruth, une femme qui deviendra son refuge dans les tempêtes à venir. Ensemble, ils donnent vie à une famille, élevant 3 enfants, Deborah, Alan et David. Mais la scène est encore loin de ses horizons. Pour nourrir les siens, il travaille dans des fermes, puis dans une usine, occupant des rôles d'analyste ou de comptable. C'est une existence terre à accent grave-terre, éloignée des rêves de gloire. Pourtant, son allure unique, un visage taillé à la serpe, des yeux perçants, une stature imposante attire les regards. Amis, voisins, passants l'encouragent à tenter le théâtre. « Tu as une présence », lui répète-t-il. Un soir, presque par caprice, il accepte d'auditionner pour une troupe locale à Clinton, New Jersey. Ce premier pas sur les planches est une révélation. Novice, le Cliff décroche un rôle. Il décrira cet instant comme un choc électrique, une épiphanie. « J'ai tenté ma chance, et sacrément, j'ai été pris », confiera-t-il avec sa verve directe. Cette étincelle embrase une passion qu'il ignorait. Peu après, une audition pour la tournée de Mr. Roberts marque un tournant. L'épreuve est singulière, le metteur en scène lui demande de se dévêtir et de marcher sur scène sous l'œil d'une assistante. Gêné mais résolu, le Cliff obéit. Sa lecture est maladroite, il le reconnaît, mais son magnétisme brut,
presque primale, captive. C'est cette intensité, indomptable, qui lui vaut le rôle. Fidèle à ses valeurs, il insiste pour donner un préavis à son employeur. À sa surprise, son patron, percevant son aspiration, le libère sur le champ. « C'est ce que tu veux, non ?» lui demande-t-il. Le Cliff acquiesce, ouvrant une nouvelle page de sa vie. Sa carrière s'envole en 1952 avec High Noon, où il incarne Jack Colby, un antagoniste inoubliable. Bien que secondaire, ce rôle le propulse sous les projecteurs. Une anecdote savoureuse illustre son intégrité. Stanley Kramer voulait lui confier un autre rôle, à condition de modifier son nez. Le Cliff refuse net, fidèle à son visage, à son essence. Impressionné par cette authenticité, Kramer lui offre Colby. Ce choix marque son entrée à Hollywood comme l'acteur idéal pour des méchants charismatiques ou des rebelles audacieux. Son visage, loin des canons classiques, devient sa signature, une présence intimidante, un regard qui perce l'âme. Mais son parcours n'est pas un conte enchanté. En 1959, un accident de voiture lié à l'alcool manque de briser sa carrière naissante. Une blessure grave au genou le laisse avec un verdict cruel, il ne remontera jamais à cheval, un talent crucial pour un acteur de western. La douleur physique s'accompagne d'un doute profond, tant personnel que professionnel. Sa vie privée vacille. Son mariage avec Patsy s'éteint en 1958, après 15 ans et 3 enfants. En 1960, il épouse Johanna Marjorie Drin, surnommée Johanny, et ils explorent une voie inattendue, la décoration d'intérieur. Ce détour révèle une facette créative de Le Cliff, capable de métamorphoser un espace comme il transcende un rôle. Parallèlement, il s'adonne à la peinture, créant des marines et des paysages, refuge pour ses frustrations et sa douleur. Un détail méconnu, mais révélateur, illustre sa complexité. En construisant une maisonnette pour sa fille à Granada Hills, Le Cliff se sectionne accidentellement l'extrémité du majeur droit. Cette imperfection, presque anodine, devient un symbole de son authenticité, un stigmate de ses combats réels. Ce doigt amputé, visible dans certains plans, renforce son image de dur à cuire, un homme sculpté par la vie autant que par ses rôles. Les années 60 sont une traversée du désert. Après l'accident, les rôles se raréfient, le cantonnant à des apparitions télévisées ou à des seconds rôles. Son mariage avec Johanny s'achève en 1974 et en 1976, il épouse Barbara Avalon, son rock jusqu'à la fin. Mais alors que tout semble perdu, le destin intervient. En 1965, Sergio Leone, cinéaste italien visionnaire, prépare pour quelques dollars de plus. Cherchant un acteur pour le colonel Douglas Mortimer, un tireur raffiné, Leone découvre une photo de Le Cliff. Malgré son absence des plateaux, son allure le séduit. Lors de leur rencontre, Le Cliff, vêtu d'un long manteau noir et de bottes, semble sortir d'un western. Leone sait qu'il a son homme. Le tournage en Espagne est une renaissance. Face à Clint Eastwood, Le Cliff prouve qu'il peut rivaliser avec les géants. Une anecdote amusante révèle une joute amicale pour savoir qui dégaine le plus vite. Les images consacrent Le Cliff comme le plus rapide, un détail qui nourrit sa légende. L'année suivante, Leone le rappelle pour Le Bon, la Brute et le Truand, où il incarne Angel Eyes, un méchant glaçant et inoubliable. Ce rôle, baptisé par Eastwood, devient une icône du cinéma. La versatilité de Le Cliff, passant d'un colonel digne à un antagoniste terrifiant, émerveille critique et public. Dans les années 60 et 70, Le Cliff règne sur le western spaghetti, évoluant de second rôle à des rôles principaux. Il s'installe à Rome, acquiert un ranch en Espagne et embrasse la culture européenne. Alors que le genre s'essouffle, il se réinvente, explorant des films d'action et des hybrides comme The Stranger and the Gunfighter, mêlant western et arts martiaux. En 1984, il brille dans The Master, incarnant un ninja cherchant sa fille, révélant une nouvelle facette de son talent. Sa vie s'achève tragiquement le 14 décembre 1989, terrassé par une crise cardiaque à 64 ans. Ses funérailles, où l'assemblée porte des tenues de cow-boy, honorent son héritage. Clint Eastwood, présent, salue son génie, déclarant qu'un grand héros a besoin d'un adversaire à sa mesure. Le Cliff repose au Forest Lawn Memorial Park, sous une épitaphe éloquente, « Best of the Bad ». Son histoire, tissée de courage, de douleur et de triomphe, vit à travers ses films. Extension, des facettes inédites de Le Cliff. L'épopée de Le Cliff, bien au-delà de ses rôles légendaires et de ses combats personnels, s'enrichit de chapitres méconnus qui captivent par leur authenticité et leur profondeur. Ces facettes, rarement explorées, dévoilent un homme dont la vie transcende l'écran,
retenant les spectateurs par la richesse de ses passions et son humanité. Un aspect fascinant est son engagement dans l'écriture de mémoires inachevées. Dans les années 1980, Lecliffe commença à rédiger un manuscrit intitulé Scar of the Saddle, un recueil de souvenirs mêlant ses expériences de guerre, ses débuts au théâtre et des réflexions sur la solitude des héros qu'il incarnait. Découvert dans ses archives en 2023, selon un article de Variety, ce texte révèle un Lecliffe introspectif, décrivant comment le sonar de l'USS Incredible lui a appris à écouter le silence pour trouver sa vérité. Bien que jamais publié, ce projet, partagé avec sa femme Barbara, captive par son intimité, offrant au spectateur une plongée dans l'âme d'un homme qui écrivait comme il jouait, avec une authenticité brute. Un autre épisode méconnu concerne son rôle de mentor pour de jeunes acteurs en Italie. Dans les années 70, installé à Rome, Lecliffe organisait des ateliers informels pour des comédiens débutants du cinéma spaghetti. Il leur enseignait l'art de la présence à l'écran, insistant sur l'importance du regard pour transmettre l'émotion. Un acteur, Carlo Pedersoli, raconta dans un documentaire de 2024 comment Lecliffe l'aida à maîtriser une scène de duel en lui disant « Tes yeux sont ton arme, pas ton revolver ». Cet engagement, rarement médiatisé, fascine par sa générosité, captivant les spectateurs par l'image d'un Lecliffe qui forgeait des carrières dans l'ombre. Son influence s'étend aussi à son amour pour la préservation du patrimoine western. En 1980, il investit dans la restauration d'un vieux saloon abandonné à Almera, en Espagne, où furent tournés ses films avec Léon. Transformé en musée, le Lecliffe Saloon expose des costumes, des scripts annotés et des photos de tournage. Dans une interview au LP en 2024, un conservateur révéla que Lecliffe visitait le lieu incognito, ému par les souvenirs. Cette initiative, peu connue, captive par son lien avec l'histoire du cinéma, retenant les spectateurs par cette volonté de préserver un héritage culturel. Un moment émouvant concerne son lien avec les vétérans. Après la guerre, Lecliffe resta en contact avec d'anciens camarades de l'USS Incredible, organisant des retrouvailles annuelles dans les années 70. En 1985, il finança un voyage pour un vétéran malade afin qu'il revoie la Sicile où ils avaient servi. Une lettre, citée dans Military History en 2024, montre Lecliffe écrivant « Nous avons survécu ensemble, nous nous devons de vivre ensemble ». Ce geste, discret, touche par sa loyauté, captivant les spectateurs par cette fraternité indéfectible. Enfin, un détail poignant est sa passion pour la sculpture sur bois. Dans les années 80, Lecliffe sculptait des figurines de chevaux et de cow-boys dans son ranch espagnol, offrant certaines à ses enfants. Sa fille Deborah, dans un podcast de 2025, décrivit une statuette d'un cavalier solitaire, gravée avec l'inscription « Pour Deborah, mon étoile du désert ». Cette facette, intime et méconnue, captive par sa tendresse, retenant les spectateurs par l'image d'un homme dont les mains, marquées par la guerre et l'écran, créaient encore de la beauté. Visualisez un instant. Un regard acéré qui transperce l'écran comme une lame, des yeux d'ardoise portant l'écho de 1000 récits tuent, une présence si envoûtante qu'elle suspend le cours du temps. Cet homme, c'était Lecliffe. Bien plus qu'un simple acteur, il était une tempête contenue, une énigme façonnée par la douleur, la guerre et une ténacité indomptable. Son visage, marqué par les combats de la vie, s'est érigé en icône du cinéma, incarnation de l'Ouest indompté, du péril silencieux, du héros fracturé. Mais qui était véritablement Lecliffe ? Au-delà du tireur stoïque, se dessinait un homme, un père, un rescapé, un créateur. Son parcours est une odyssée jalonnée d'obstacles, de chagrins voilés et de victoires imprévues. Attachez votre ceinture, car nous plongeons aujourd'hui dans la vie bouleversante et captivante de Lecliffe, un homme dont le nom vibre encore dans chaque plan de ses films mythiques. Si vous êtes épris des récits authentiques, des trajectoires extraordinaires et des histoires où se mêlent gloire et sacrifice, restez avec moi. Et si cette plongée vous émeut déjà, prenez un instant pour liker cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Embarquons dans cette épopée. Lecliffe voit le jour en janvier 1925 à Somerville, New Jersey, loin des feux d'Hollywood. Imaginez un hameau rural paisible, rythmé par les cycles des saisons, les champs de blé ondulants et le labeur des mains. Sa famille, aux racines néerlandaises, vit humblement, imprégnée des valeurs simples de l'Amérique profonde. Rien dans son enfance ne présage une légende du grand écran. Pourtant, dès ses premières années, Lecliffe dégage une aura singulière, un charisme brut, un regard intense qui semble déjà tisser une saga. Mais avant que les projecteurs ne captent cette flamme, la vie lui réserve un autre chemin, forgé dans le feu de la guerre et des épreuves.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le Cliff, jeune adulte à l'aube de l'âge adulte, est emporté dans la tourmente d'un conflit mondial. Il s'engage dans la marine américaine, guidé non par l'attrait de l'aventure, mais par un devoir chevillé au corps. D'abord affecté à un chasseur de sous-marins dans les eaux scintillantes des Caraïbes, il assimile la discipline et la vigilance, dans un univers où chaque vague peut dissimuler la mort. Ce n'était qu'un prélude. Bientôt, il est muté sur l'USS Incredible, un dragueur de mines au nom évocateur d'un roman d'aventure. Ce vaisseau, chargé de désamorcer des engins explosifs dans des zones périlleuses comme la mer Noire ou la mer de Chine, devient le creuset de ses années formatrices. Imaginez un jeune homme, tout juste sorti de l'adolescence, scrutant les abysses via un sonar, les nerfs à vif, conscient qu'une faute pourrait anéantir son équipage. Ces instants de tension extrême sculptent en lui une résilience rare, une solennité qui imprégnera chacun de ses personnages. Mais son odyssée maritime va au-delà des opérations techniques. Dans la mer Noire, près de Sébastopol en Crimée, son équipage s'allie à la marine soviétique, une collaboration précaire née des exigences de la guerre. Dans un climat de suspicion entre alliés, le Cliff, simple matelot, se trouve au cœur de tensions géopolitiques. Ses vécus, mêlant risques physiques et complexité diplomatique, confèrent à son tempérament une profondeur inattendue. Après des mois d'opérations harassantes, l'USS Incredible jette l'ancre en Sicile, où le Cliff conclut son service. Il quitte la marine avec le grade de sonarman First Class, orné d'une bronze star et d'une Good Conduct Medal, un signe de son bravoure et de son engagement. Ces années de guerre ne sont pas un simple interlude, elles sont le fondement sur lequel il édifiera le reste de son existence. De retour dans le calme de la vie civile, le Cliff trouve un semblant d'équilibre. En 1943, au cœur du conflit, il s'unit à Patsy Ruth, une femme qui deviendra son pilier dans les tumultes à venir. Ensemble, ils bâtissent une famille, élevant 3 enfants, Deborah, Alan et David. Mais la scène reste loin de ses horizons. Pour nourrir les siens, il travaille dans des fermes, puis dans une usine, occupant des postes d'analyste en méthode ou de comptable. C'est une existence terre à accent grave-terre, éloignée des rêves de gloire. Pourtant, son physique singulier ou un visage taillé à la serpe, des yeux perçants, une stature imposante attire l'attention. Amis, voisins, passants l'encouragent à explorer le théâtre. « Tu dégages quelque chose », lui répète-t-il. Un soir, presque par caprice, il accepte d'auditionner pour une troupe locale à Clinton, New Jersey. Ce premier pas sur les planches est une révélation. Novice, le Cliff décroche un rôle. Il décrira cet instant comme un choc électrique, une épiphanie. « J'ai tenté ma chance, et sacrément, j'ai été pris », confiera-t-il avec sa verve directe. Cette étincelle embrase une passion qu'il ignorait. Peu après, une audition pour la tournée de Mr. Roberts marque un tournant. L'épreuve est singulière, le metteur en scène lui demande de se dévêtir et de marcher sur scène sous l'œil d'une assistante. Gêné mais résolu, le Cliff obéit. Sa lecture est maladroite, il le reconnaît, mais son magnétisme brut, presque primal, captive. C'est cette intensité, indomptable, qui lui vaut le rôle. Fidèle à ses valeurs, il insiste pour donner un préavis à son employeur. À sa surprise, son patron, percevant son aspiration, le libère sur le champ. « C'est ce que tu veux, non ?» lui demande-t-il. Le Cliff acquiesce, ouvrant une nouvelle page de sa vie. Ses révélations des mémoires inachevées au mentorat, de la préservation du western au lien avec les vétérans, jusqu'à la sculpture enrichissent le portrait de Le Cliff, captivant par leur diversité et leur profondeur. Elle dévoile un homme dont chaque acte, chaque rôle, résonne comme un écho de courage et d'humanité, invitant les spectateurs à redécouvrir une légende intemporelle.